Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous irons prendre le pouls dans les stands à la veille du e-prix de Monaco, événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne demain. La Roca Team impuissante face au Maccabi Tel Aviv en Euroleague. La qualification pour les demi-finales se jouera à la maison mercredi prochain. Les représentants des États membres de l'Organisation hydrographique internationale réunis à Monaco, ils ont clôturé leur assemblée générale par la visite d'un navire de recherche utile aux missions de l'OHI. On appréhende souvent l'arrivée de l'hiver, mais peut-être un peu moins le retour du printemps et les virus qui traînent. Le docteur Thomas Kilian sera notre invité ce soir pour nous éclairer à ce sujet. Et puis nous essaierons d'en savoir plus sur le mouvement du wokisme en écoutant le point de vue de l'avocat Geoffroy De Vries qui intervenait hier lors d'une conférence en principauté. J-1 avant le e-prix de Monaco, la 9e manche du championnat du monde de Formule E se déroule demain lors d'une journée intense qui combinera qualification et course. Frédéric Elion est allé à la rencontre des pilotes Norman Nato et Sébastien Buemi. Pour recueillir leurs impressions, je vous propose de les écouter. On est content, c'est vrai que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on est là, donc on se réjouit de pouvoir rouler demain. Tout se passera le samedi, c'est un petit peu particulier, d'habitude on a les essais libres le vendredi, donc là tout sera condensé sur la journée du samedi, donc voilà, je suis content d'être là, c'est une belle piste, on a un bon package, donc j'espère qu'on pourra marquer des gros points. Un bon package car vous êtes rentré quasiment à chaque fois dans les points cette saison, sauf à 2 reprises. Une bonne course demain ici à Monaco, ce serait quoi pour vous? Je dirais marquer le plus de points possible. Si on arrive à être sur le podium, ça serait super. J'essaie d'être très réaliste. Je sais que la FE, c'est quand même compliqué. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. Donc l'objectif, c'est d'être bien concentré, d'éviter les erreurs et de marquer des points. Le championnat, il est long. Donc j'espère qu'on arrivera à faire ça. Déjà, il fait beau, donc c'est plutôt sympa. Ça fait toujours plaisir d'être à Monaco. L'an dernier, j'étais pilote de réserve, donc c'était très frustrant. Là, je suis dans un état d'esprit différent. Je prépare mon samedi parce qu'en FE, tout se passe sur une journée. Hâte d'être demain, honnêtement. Là, ça fait 2 jours qu'on se fait des activités médias, donc là, on a envie de redevenir pilote. Monaco, on le sait, toujours particulier. L'importance de la séance de qualification, on axe sur ça dans les briefings aussi? Un peu moins en Formule I, surtout cette année avec la génération 3, c'est un peu moins critique la qualif. Tu peux te permettre de partir, j'ai envie de dire, top 8. Et on a vu plein de pilotes cette année qui sont partis aux alentours de la 8e, 9e place et qui ont, avec une bonne gestion d'énergie, avec de la réussite, prendre l'attaque mode au Beaumont, qui ont réussi au final à gagner la course, au moins faire un podium. Donc oui, bien évidemment qu'un circuit en ville, c'est important de partir quand même dans le bon wagon. Après, c'est moins critique que dans d'autres catégories. Et le e-prix de Monaco sera à suivre en direct sur notre antenne avec aux commentaires Frédéric Elion et Franck Phillips. Autre événement que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info, c'est le match 3 des quarts de finale d'Euroleague. Alors que Monaco avait fait le plus dur mardi en prenant l'avantage, les joueurs de Sacha Obradovic ont subi de plein fouet les assauts du Maccabi Tel Aviv hier soir. Le résumé de cette rencontre est signé Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Le chaos du match 3 a laissé place à l'émotion d'un hommage, celui de David Blatt, entraîneur légendaire du Maccabi Tel Aviv, double vainqueur de l'Euroleague et intronisé au panthéon de son club. C'est toute la nation jaune et bleue qui chantait en son honneur dans la Menorah Miftachim Arena, un bonheur dont les Israéliens ne voulaient pas voir gâché par une défaite synonyme d'élimination. Ce sont pourtant les Monégasques qui débutent le mieux comme lors de la rencontre précédente. Les choix défensifs d'Obradovic sont clairs, sortir fort sur les extérieurs quitte à abandonner le rebond, et cela fonctionne. Monaco force des pertes de balles et se régale en attaque. Résultat, 10 premières minutes parfaitement maîtrisées dans la lignée du match 3. Et puis tout à coup, la foudre s'est abattue sur le panier des Roca Boys. Di Bartolomeo à 3 points, il le met. Jake Cohen en ballon. Brown à 3 points, il le met. Jake Cohen le deuxième. Deuxième de Jake Cohen. Il ne peut rien leur arriver. En 5 minutes, Tel Aviv passe un 20-0 dévastateur grâce à des décalages tactiques et une adresse insolente. La réponse de Monaco arrive finalement avec un 12-2 et 2 gros shoots d'Elio Kobo qui font énormément de bien. Sauf que derrière, le Maccabi repart à l'assaut, prend 11 points d'avance à la mi-temps, puis 20 dans le 3e quart. Les Monégasques sont dans les cordes,
incapable d'arrêter les offensives israéliennes qui plantent 62 points en 20 minutes. La frustration est à son comble, Sacha Obradovic ne parvient pas à la contenir et se fait exclure par le corps arbitral pour une contestation trop véhémente. Le coach serbe espérait sans doute créer un électrochoc auprès de ses joueurs amorphes. Raté, Tel Aviv continue de se régaler et déroule pour arriver à la barre symbolique des 100 points. Monaco s'est écroulé sur ce match 4 et s'incline 104-69, sa plus grosse défaite de la saison. Ils ont joué pour leur vie, entre guillemets, et nous on a bien commencé, mais on n'a pas su garder l'intensité qu'on a pu mettre en début de match. Et on s'est complètement effondré. Et il reste qu'un match, sur un match tout peut arriver. Nous, il faut qu'on arrive et qu'on soit prêts, qu'on soit dans le rôle de Maccabi ce soir, mettre la même intensité qu'ils ont pu faire. Et voilà, on sera à domicile, donc on aura nos supporters. Ce sera un vrai plus pour nous. Comme la saison passée, la Roca Team jouera sa qualification au Final Four sur un match 5. Mais cette fois-ci, la manche décisive se jouera à Monaco. Rendez-vous le 10 mai prochain à 20 h dans la salle Gaston Médecin pour assister peut-être à un exploit historique. Et la Roca Team compte sur vous pour l'encourager mercredi soir à Gaston Médecin. La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour ce match déterminant, match qui sera également à suivre sur Monaco Info. Intéressons-nous à présent à l'actualité d'une organisation dont le siège est basé ici même en Principauté et dont le prince Albert Ier a joué un rôle déterminant dans sa création. L'Organisation hydrographique internationale a réuni ses représentants à Monaco cette semaine pour son assemblée générale. L'opportunité d'aborder les avancées technologiques faites dans le domaine notamment de la cartographie des mers et des océans. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. 450 représentants internationaux venus de 98 pays, 98 États membres de l'Organisation hydrographique internationale. L'OHI veille à ce que toutes les mers, tous les océans et toutes les eaux navigables du monde soient hydrographiées et cartographiées. L'objectif, assurer la sécurité de la navigation et la protection de l'environnement marin. L'OHI a été créé au début du XXe siècle. Le prince Albert Ier a été un des chefs d'État et scientifiques qui a porté ce projet, cette idée de coopération. La force de l'Organisation hydrographique internationale depuis 1921, grâce au prince Albert Ier, c'est d'avoir pu mettre à la disposition de tous les États du monde des produits qui sont interprétables, lisibles. Plutôt que de les faire plusieurs fois par tous les pays, on ne les fait qu'une fois et on les partage. Durant cette semaine, du 2 au 4 mai, plusieurs thèmes ont été abordés, comme la reconnaissance de l'océan austral autour de l'Antarctique, le rôle des femmes dans le milieu de la cartographie ou encore le digital au service de l'OHI. Les enjeux sont multiples. D'abord, à l'origine, c'est la sécurité de la navigation, indubitablement, mais qui a privilégié certaines zones, les accès aux ports, les petites profondeurs pour les accès aux ports. Et maintenant, on s'intéresse aux grandes profondeurs pour les ressources énergétiques et aussi en milieu côtier, des zones qui n'étaient pas forcément explorées jusqu'à présent pour l'installation de fermes éoliennes, pour les émissaires, les stations de désalinisation. On a besoin d'eau, donc on a besoin de connaître tout cela pour aussi modéliser l'océan et mieux prédire les effets sur l'homme, sur les usages, sur le partage des usages, les conflits d'usage en mer. Donc c'est toute cette science à laquelle l'hydrographie contribue. Lors de ce sommet, l'OHI a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec l'administration américaine des océans et de l'atmosphère, dans le but d'approfondir la connaissance des mers. Enfin, tous ces membres de l'OHI se sont retrouvés jeudi en fin d'après-midi autour du souverain et de l'ambassadrice des États-Unis en France et à Monaco sur un bateau, un navire de la flotte américaine, un bâtiment hydrographique et de recherche ultra-moderne de 100 mètres de long qui a fait escale pour cette occasion. Dans le reste de l'actualité, plusieurs lettres de créance ont été remises ce matin à son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Haut-Palais Princier, à commencer par celle de l'ambassadeur de la République de Pologne, Jan Emrik Rosizewski. Il a été suivi par l'ambassadeur de Thaïlande, Tana Veskosit, de Dimitrios Zevlaskis, représentant diplomatique de la Grèce, et de Mehdi Halimi, ambassadeur du Kosovo. Ces 4 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la principauté ont chacun pu s'entretenir avec le prince souverain à l'issue de ces cérémonies.
Avec le printemps vient le beau temps, mais le retour des beaux jours n'est pas forcément synonyme d'absence de virus. À chaque saison, sa maladie. Pour en savoir plus, nous avons contacté ce soir le docteur Thomas Kilian, médecin généraliste à Monaco. Bonsoir. Bonsoir Émilie. On appréhende souvent l'arrivée de l'hiver avec les virus habituels, mais peut-être un peu moins le retour du printemps. Quels sont les virus les plus fréquents recensés à cette période de l'année ? Écoutez, fort heureusement, les choses se calment. On a connu un hiver assez agité, avec beaucoup de VRS, beaucoup de bronchiolite. Ça fait maintenant plusieurs longues semaines, voire plusieurs mois que nous n'avons plus de cas recensés. La grippe A et B a également diminué depuis quelques semaines maintenant. De même pour la Covid, très bonne nouvelle. Et les pneumovirus également ne sont que très épisodiques et sporadiques actuellement. Par contre, nous voyons des entérovirus, donc responsables des fameuses gastro-entérites, mais également quelques rhinovirus, donc avec les rhinopharyngites et les rhumes qu'on voit également à cette période. C'est une période plus propice aux allergies également. Comment d'ailleurs différencier une allergie d'un rhume ? Les premiers symptômes peuvent être assez proches, avec un écoulement nasal la plupart du temps, des rougeurs de gorge. L'examen clinique va permettre en général de faire la différence, puisqu'on va avoir certains signes à l'auscultation et à l'examen qui vont nous permettre de faire la différence. Et bien sûr l'apparition de fièvre qui n'a pas lieu d'être dans une allergie, alors qu'elle est beaucoup plus fréquente dans la plupart des viroses, mais également des infections bactériennes. Et quels sont les bons gestes à adopter, docteur, lorsque l'on fait une allergie, notamment au pollen, par exemple ? Habituellement, les pluies permettent une élimination partielle des pollens. Là, ils s'accumulent dans l'air, ils s'accumulent sur les surfaces. Donc, les patients allergiques vont être beaucoup plus touchés cette année. Donc, au niveau des thérapeutiques, les classiques sont bien sûr les anti-allergiques, les antihistaminiques en cas de crise de symptômes. Après, on a des traitements complémentaires sur les formes qui évoluent, à savoir l'utilisation de la cortisone, qui aura un effet anti-inflammatoire pour les bronches et pour les muqueuses. Mais après, on a tout un arsenal thérapeutique aussi beaucoup plus naturel, puisqu'on va pouvoir utiliser des sprays aux huiles essentielles, par exemple, qui vont pouvoir être une alternative sur les petites formes allergiques. Il existe des compresses à la camomille, qui vont permettre d'apaiser aussi les problèmes de conjonctivite et les problèmes d'inflammation des paupières. Et certaines plantes, on peut citer par exemple le plantain et le cassis, qui sont les plus anti-allergiques, donc ça va être des antihistaminiques-like, donc naturels, mais avec des vertus anti-allergiques, certes pas aussi puissantes, mais qui peuvent être éventuellement une solution alternative. Vous mentionnez tout à l'heure la Covid-19. Est-ce que dans votre cabinet, vous recevez plus de patients depuis la fermeture du centre de dépistage et de vaccination fin mars ? Non, écoutez, personnellement, je n'ai pas vu d'augmentation depuis cette fermeture. Comme vous le dites, elle est intervenue fin mars, mais nous avions déjà une décroissance importante des cas de Covid depuis le début du mois de février. Fort heureusement, cette décroissance a continué dans le même sens. Donc la fermeture du centre était tout à fait cohérente par rapport à l'évolution favorable de la pandémie, et fort heureusement, nous n'avons pas observé de cas plus importants. Une question, docteur, par rapport à notre rapport à la médecine. L'arrivée d'Internet avait déjà quelque peu chamboulé notre approche médicale. Est-ce que, selon vous, l'essor de l'intelligence artificielle peut bousculer un petit peu notre relation médecin-patient ? Grande question, grand sujet d'actualité, mais sujet qui finalement existe, en tout cas de ma génération depuis toujours, ça fait une vingtaine d'années que les patients googlisent la plupart du temps leurs symptômes, arrivent bien souvent au cabinet, malheureusement des fois après une longue nuit blanche, persuadés ou convaincus d'avoir contracté une maladie grave, parce que malheureusement la plupart des algorithmes vont amener plutôt vers des diagnostics sévères, ce qui fort heureusement n'est que très rarement le cas. Alors ça nécessite bien évidemment de reprendre la base avec le patient, de le rassurer tout d'abord et de lui expliquer que le recueil des symptômes, le recueil des éléments cliniques nécessite bien sûr un interrogatoire médical fin, mais surtout aussi un examen. Rien ne remplace un examen clinique pour objectiver une pathologie. Le problème de ces logiciels qui sont de plus en plus performants, c'est les informations que vous allez y introduire. Donc un patient n'est pas forcément en capacité en fait de distinguer les symptômes les plus importants des symptômes secondaires ou mineurs. Et donc l'algorithme peut prendre certains symptômes complètement anodins comme des symptômes importants et donc biaiser, fausser en fait l'interprétation diagnostique. Donc l'intelligence artificielle en médecine, je pense que c'est une partie de l'avenir. C'est
c'est les outils du futur bien évidemment, mais qui doivent être utilisés, je pense, par des professionnels de santé et peut-être encore plus dans certaines spécialités. Je pense que l'aide robotisée peut être intéressante, par exemple dans la chirurgie ophtalmo par laser, dans la dermatologie. On a des outils maintenant pour faire des analyses un peu plus précises des grains de beauté à risque de cancer, par exemple. On voit également finalement aussi souvent des patients qui viennent avec des outils connectés. On a maintenant des montres qui peuvent analyser votre qualité de sommeil, votre fréquence cardiaque. C'est des éléments complémentaires d'une prise en charge médicale, mais clairement, ça ne remplace pas le médecin. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que je pense que l'expérience, encore une fois, de longues années de pratique médicale développe une forme un petit peu de sixième sens. Donc je pense que les deux ne s'opposent pas, les deux se complètent, mais il est important voilà, de cadrer un petit peu, d'éviter les dérives et d'expliquer aux patients voilà, qu'Internet est un outil intéressant, mais ne permet pas forcément un diagnostic précis ou fin, ou ne permet pas de remplacer une consultation médicale. Ça peut venir en complément. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Thomas Killian, et d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci pour votre invitation. Retour à présent sur la cérémonie des Muse Awards. Le Metaverse Entertainment World Summit a remis ses prix hier soir, récompensant ainsi les innovateurs, les créateurs et les leaders d'opinion qui contribuent à l'évolution d'Internet. Le reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Le Muse imagine et construit les mondes de demain en créant des synergies entre le business, la technologie, les contenus et le divertissement. Une occasion unique pour les communautés web du monde entier de se rencontrer à Monaco. L'idée, c'est de marier le Metaverse, les Web3 et les entertainment, on dit divertissement. C'est un peu le gaming, les gens aussi souvent disent e-gaming. Ils connaissent les NFT, ils connaissent maintenant les AI avec ChatGPT. Et tout ce monde de Web3, on a défini 10 catégories et on donne des awards dans le nord de Monaco. Pionniers, sport, impact, monde meilleur, musique, innovation, communauté, autant de thématiques mises en lumière lors de cette soirée de gala. Des trophées ont été remis à cette occasion à 10 lauréats pour récompenser leur travail. Les Muse Awards présentent ainsi les meilleurs outils et technologies permettant de stimuler la création d'expériences physiques et numériques immersives. Le diocèse de Monaco poursuit son cycle de conférences. Il proposait hier une conférence intitulée « Wokisme, un progrès ». Pour nous expliquer l'origine de ce mouvement et sa définition, voici le point de vue de l'un des conférenciers présents à l'Agora, l'avocat Geoffroy De Vries. Bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, pour les non-initiés, comment on pourrait définir cette notion du wokisme? Le wokisme, c'est un mouvement politique, voire même une idéologie, qui consiste à appréhender le monde en insistant sur les dominations, les violences que subiraient certaines personnes considérées comme minoritaires. Ce sont, pour les tenants du wokiste, les minorités sexuelles, les gays, les lesbiennes, les transsexuels, mais également tous les genres de couleurs. Et être woke, c'est en quelque sorte être éveillé aux souffrances que subissent ou que subiraient ces minorités. Cela a conduit à des débats très durs parfois. En fait, le wokisme, les tenants du wokisme veulent faire une sorte de tabula rasa, une table rase du passé et même du présent pour faire émerger une nouvelle société dans laquelle il n'y aurait plus véritablement de sexe, tout le monde pourrait choisir ce qu'il est, où les races existeraient mais seraient amplifiées en quelque sorte. Il condamne, il veut déconstruire, mais il ne propose rien. Il ne suggère que des négations et qui, à mon avis, ne durera pas plus de quelques années ou quelques décennies. Oui, est-ce que finalement ce mouvement ne risque pas de se retourner contre celles et ceux qui le défendent? En voulant dénoncer un racisme contre les gens de couleur, il condamne le blanc en le cataloguant de raciste, alors même que tous les blancs ne sont pas racistes, et alors même qu'il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme anti-noir, anti-asiatique. Le racisme est dans la nature humaine, malheureusement, depuis la nuit des temps. C'est une maladie de la conscience qui demeure toujours. Et en quelque sorte, en voulant lutter contre le racisme, il crée une autre forme de racisme, mais là, à l'encontre des blancs.
Eh bien merci Geoffroy de Vries d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer le wokisme. Merci à vous, madame. Et prochain rendez-vous du diocèse de Monaco le mercredi 10 mai, toujours à l'Agora, avec une conférence de Monseigneur Joseph Murphy, chef du protocole du Saint-Siège. Il interviendra sur le thème « Les bases de la diplomatie du Saint-Siège ». Cette remise de chèque à présent par le club Soroptimiste à l'association Cordon de Vie, un chèque de 50 000 € représentant les bénéfices réalisés lors de la soirée organisée le 9 mars dernier à l'hôtel Hermitage. Cordon de Vie est une jeune association qui soutient la recherche et les projets novateurs dans le domaine de la médecine. Amis des bêtes, ce rendez-vous est fait pour vous. L'espace Fontvieille accueille ce week-end l'exposition Canine Internationale. Près de 1200 chiens, dont 210 de race, sont attendus. 26 pays seront représentés. Ce rendez-vous est l'un des plus anciens en principauté. Il a été créé en 1927 par la princesse Charlotte. Et puis, autre idée sortie pour ce week-end, en plus du Prix de Monaco, Wax Taylor est en concert ce samedi à l'espace Léo Ferré. Le producteur indépendant français a débuté une tournée internationale qui passe donc par Monaco, l'occasion de présenter les titres de son dernier album, Fishing for Accidents, mais aussi ses plus grands succès. Rejoignons à présent Christinda Thomel pour les prévisions météo. Bonsoir Christinda, quelle est la tendance pour le début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, tout au long de la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Samedi se partagera donc entre le gris et le bleu. Du côté du thermomètre, le mercure variera entre 14 et 19 degrés. L'eau de mer pour les baigneurs sera à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 20h39. Demain, nous fêterons les prudences. Merci Christinda, on referme ce journal en se remémorant quelques souvenirs. La belle épopée rouge et blanche en Ligue des Champions. C'était il y a 19 ans, jour pour jour, l'AS Monaco écrivait l'une des plus belles pages de son histoire européenne en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions. On se rappelle tous de la demi-finale aller face à Chelsea au Stade Louis II, remportée 3-1. Une rencontre mythique captée ce soir-là par notre photographe Charlie Gallo. À demain, samedi, pour votre édition du week-end où il sera question du Prix de Monaco, mais aussi du couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni. Très belle soirée à tous.